une de l'actualité ce soir, il y aura désormais des patrouilles et une présence permanente de la sécurité sur l'avenue Kwame Nkrumah. L'annonce a été faite cet après-midi par Simon Compaoré, le ministre de la Sécurité intérieure qui a rencontré les riverains de l'avenue. Promet à mener la quiétude dans le périmètre sans trop donner de détails. Le point complet de la rencontre dans ce journal. Et dans ce journal, sur le terrain de la réflexion sur la sécurité, il faut penser des stratégies innovantes pour lutter efficacement et durablement contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne. Le Centre d'études stratégiques en défense et sécurité organise à partir de demain, mardi, un colloque international sur la question. Qui sont les participants? Qu'est-ce qui va être discuté concrètement? Quels sont les enjeux de la rencontre? On en parle avec Auguste Denis Barry, le directeur exécutif du centre, invité de cette édition. Et dans cette édition, en sport, l'acte 2 de Burkina-Sénégal en route pour Russie 2018, c'est ce mardi et des absences côté Burkina inquiètent et pas des moindres. Mais les étalons doivent prendre des risques pour négocier ce tournant décisif vers une première qualification en Coupe du Monde, estiment les spécialistes. Analyse à suivre dans ce journal. Et puis le bras de fer se durcit entre les délégués des syndicats du personnel de l'hôtel Silmandé et la direction générale. Les syndicats reprochent à la direction un licenciement abusif d'une 80aine d'employés. Ces délégués dénoncent la mauvaise foi de la direction. Vous les entendrez dans ce journal. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver. Le ministre de la Sécurité intérieure promet ramener la quiétude sur l'avenue Kwame Nkrumah. Sans dire exactement comment, Simon Compaoré annonce à l'occasion des patrouilles et une présence permanente de la sécurité dans le périmètre. Explication d'Aman Guéné. D'abord, un long entretien à huis clos avec les riverains de l'avenue Kwame Nkrumah. Simon Compaoré a échangé avec les responsables de commerce établis le long de l'avenue sur les nouvelles méthodes sécuritaires qui règnent dorénavant sur la zone. Après la rencontre, une conférence de presse pour dévoiler les nouvelles stratégies aux hommes des médias. Sans trop aller dans les détails, Simon Compaoré prévoit des fouilles minutieuses sur le périmètre. Un peu partout, vous allez rencontrer des gens qui risquent de vous questionner. C'est pour ça qu'on demande ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de sortir, aller loin, durer. Il faut avoir vos papiers parce qu'il y a des patrouilles pour tous ceux qui sont amenés à bouger. Et quelque part, il faut avoir des papiers. Et donc, portez vos papiers sur vous. Dites à ceux qui ne sont pas là qu'en sortant, il faut porter ces papiers. Ce sont des dispositions qui sont déjà en vigueur selon Simon Compaoré. Le ministre de la Sécurité veut rassurer les riverains et les habitués de l'espace avec des mesures sécuritaires plus approfondies et pérennes. Allez et vous verrez, ce n'est pas des mesures d'ordre ponctuel. C'est des mesures pérennes. Et vous pouvez le constater de nuit comme de jour. Voilà. Tout cela en pensant qu'en faisant de cette façon-là, nous allons minimiser beaucoup le risque. Beaucoup d'améliorations vont être faites sur cette voie avec le patronage donc, de la mairie de Ouagadougou. Et tout cela, je crois que dans les mois à venir, vous verrez de visu toutes ces améliorations qui vont faire que, au lieu de fuir Kwame Nkrumah, on va accourir vers Kwame Nkrumah parce qu'il fait bon vivre. En 2015, une attaque terroriste sur l'avenue Kwame Nkrumah avait fait une trentaine de morts. En août dernier, une autre attaque sur la même avenue a fait 18 morts. Pour Simon Compaoré, tous doivent œuvrer pour qu'elle soit la DER des DER. En bref, une dizaine d'hommes armés ont fait irruption tôt ce matin dans le village de Kourfadji, dans la commune rurale de Nassungou, près de la frontière avec le Mali. Ils ont tiré en l'air avant d'enlever 2 personnes de la même famille. Contre la fraude et l'augmentation anarchique des prix de produits de première nécessité, le ministre en charge du commerce descend personnellement dans l'arène. Stéphane Sanou était ce matin dans les boutiques de Ouagadougou pour s'assurer de l'application des prix réglementaires. À l'occasion, des saisies ont été opérées. Konsoum Koulibaly et Oumar Zombré l'ont suivi pour nous, compte rendu.
Opération contrôle de prix et de qualité. Paspanga. Dans cette boutique de fournitures scolaires, le ministre en charge du commerce, Stéphane Wenceslas Sanou et son équipe procèdent à une vérification des prix à quelques jours de la rentrée des classes. Objectif, s'assurer que les prix des articles vendus sont en conformité avec la réglementation. Une visite impromptue, certes, mais qui est bien appréciée par ce gérant. Bon, c'est une très bonne chose. Ça permet aussi aux parents d'élèves de savoir ce qui les attend. Donc voilà. Donc, si toutefois le ministre même sort pour ça et puis on fixe les prix, je pense qu'en général, si un parent d'élève arrive par ici, il sait ce qu'il attend. L'inspection des librairies papeteries terminée, cap sur Tanguin. Cette fois, dans des boutiques de vente de marchandises diverses pour la même opération. Si le gérant de la librairie papeterie a apprécié cette visite, ce n'est pas le cas pour ce commerçant. C'est la seule boîte que vous avez vue sans ça, le reste là, ça monte. Dans sa boutique, on y trouve des boîtes de tomates mal conservées, des produits périmés et quelques-uns prohibés. Interrogé sur la présence de ces piles issues de la contrebande, c'est avec beaucoup de peine qu'il se justifie. Les piles vides, il n'y en a pas dans le marché actuellement. Vous ne pensez pas que les gens sont obligés de vendre ça pour la clientèle, puisqu'il y a pas des piles. Le réseau qui tient le monopole de la pile, il n'y en a même pas actuellement. Donc les gens sont obligés de vendre les piles qui sont existants actuellement. Puis actuellement, sur le marché, c'est ça qui est plein. Mais c'est comment c'est rentré? Non, ça je ne sais pas. Vous avez vos factures là-dessus? Non. Ces piles et plein d'autres articles seront saisis et une convocation lui sera adressée. À l'instar de cette boutique, plusieurs autres ont été contrôlés depuis le début de l'année. Au titre du premier semestre seulement, on a eu à contrôler près de 4600 points de vente. Et on a saisi beaucoup de produits, une trentaine de natures de produits, et pour environ 85 tonnes. Donc vous voyez, c'est du travail qui se mène de façon régulière. Et voici une partie de ces 85 tonnes de produits périmés et prohibés saisis dans les boutiques visitées. Le ministre, ici, sur cet engin poids lourd, procède à leur destruction. Je l'annonçais en titre, il vient d'arriver. L'invité de ce journal, c'est Auguste Denise Barry, le directeur exécutif du Centre d'études stratégiques en défense et sécurité. Bonsoir. Bonsoir, M. Kindo. Demain mardi, vous organisez à Ouagadougou un colloque international sur les stratégies de sécurité, mais aussi penser des stratégies innovantes pour lutter efficacement contre la criminalité. Avant d'y arriver, on parle aujourd'hui de criminalité transfrontalière, on parle de terrorisme, on parle de violence. Dans la bande sahélo-saharienne, pour vous, qu'est-ce qui peut expliquer cette montée de la violence? Bien, merci pour cette opportunité que vous me donnez de m'exprimer sur votre plateau au nom du Centre d'études stratégiques en défense et sécurité. Vous faites bien de le dire, la zone dont il est question, la bande sahélo-saharienne, de tout temps, on peut dire historiquement, a toujours été un espace assez complexe du fait, n'est-ce pas, de la rencontre entre plusieurs dynamiques, socio-historiques entre le nord, le sud. C'est une zone également qui a toujours été l'objet de plusieurs flux migratoires, également de trafics divers, etc. Alors donc, on peut dire que cette zone-là, d'un point de vue de la criminalité, ce n'est pas du nouveau, tant que cela. Mais c'est également une zone qui a toujours fait l'objet de préoccupations du point de vue du développement, puisque c'est là aussi que beaucoup de communautés connaissent des difficultés eu égard, donc, on va dire, aux aspects climatiques, n'est-ce pas? Et donc, plusieurs solutions ont été imaginées après un certain nombre de catastrophes naturelles que cette bande-là a connues. Mais sous l'angle donc de la criminalité, on peut dire que cette criminalité se développe, se consolide là où il y a des faiblesses. Et il ressort du point de vue de l'analyse dans plusieurs rapports ou de plusieurs auteurs, de scientifiques, que cette bande-là, il y a un problème fondamental,
c'est la dimension capacitaire donc, des États. Et donc, les États s'assument certes, mais peut-être moins qu'ailleurs, de sorte qu'il se développe là des vulnérabilités et qui sont exploitées donc, par ceux-là qui ont besoin donc, de situations de ce genre-là pour s'épanouir. Et donc, là où il y a des faiblesses, là où il y a des fragilités, les bandes armées en profitent pour des trafics de tout genre, trafic donc d'êtres humains, etc. Mais pour revenir au cas donc du terrorisme, le terrorisme est un phénomène dont le centre de gravité évolue en fonction des rapports de force sur le terrain et du point de vue opérationnel. Et donc, si le centre de gravité rencontre une certaine opposition ici, le terrorisme va migrer vers là où il y a des vulnérabilités. Et c'est le cas depuis quelque temps, lorsque l'on remarque, n'est-ce pas, que du point de vue de l'ubiquité de la menace, où tous les pays sont logés quasiment à la même enseigne en termes donc d'exposition aux menaces donc, terroristes, on se rend compte que cette bande-là, depuis quelque temps, il faut le dire, depuis l'erreur stratégique de l'attaque de la Libye, on remarque qu'il y a eu donc, une descente donc, vers le sud d'un certain nombre donc, de dynamiques liées à la criminalité, et cela est allé donc s'agglutiner donc, dans cette bande sahélo-saharienne. Donc il n'est pas du tout exagéré de dire qu'aujourd'hui, l'épicentre donc, du terrorisme mondial s'est stabilisé au niveau de la bande sahélo-saharienne. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, au niveau du centre d'études stratégiques, de convoquer donc cet espace-là, de convoquer la problématique sécuritaire dans son rapport, n'est-ce pas, à cette zone-là, et évidemment de rechercher les solutions qui pourraient donc, de notre point de vue, être trouvées à partir donc d'un diagnostic approfondi et faire en sorte qu'à travers la lutte qui va être menée par les acteurs étatiques et non étatiques, ces solutions-là puissent en tout cas leur ouvrir une certaine voie. Oui, Auguste Denis Barry, on le sait, même les pays riches ne sont pas à l'abri de cette guerre asymétrique. Et quand je parle des pays les plus riches, ils ont plus de moyens peut-être que ceux qui sont dans la bande sahélo-saharienne. Mais concrètement, à Ouagadougou, vous allez discuter de quoi qui puisse aider ces États? D'accord. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que vous avez raison de dire que tous les pays sont logés à la même enseigne, et c'est ce que j'ai dit précédemment. Et c'est ce que certains auteurs, d'ailleurs, pensent pour caractériser un peu le terrorisme. C'est peut-être exagéré. Lorsqu'ils disent que le terrorisme fait partie, n'est-ce pas, de ces dynamiques égalisatrices, n'est-ce pas, des puissances des États. Les États, que ce soit le Burkina, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, ces États-là sont menacés, peut-être les uns plus que les autres, mais en tout cas, il y a véritablement une vulnérabilité qui s'exprime au regard des modes opératoires donc, des terroristes qui s'appuient donc sur des dynamiques asymétriques. Et donc, tous les pays sont exposés. Mais alors, ce qui fait la différence entre les pays, c'est la capacité, n'est-ce pas, à trouver la résilience au sein, n'est-ce pas, de leur organisation pour rebondir à chaque fois qu'ils sont attaqués. Malheureusement, dans nos États, cette résilience-là tarde à être trouvée. Et c'est cette résilience qu'il faut, une fois qu'elle est trouvée, il faut la consolider à travers, n'est-ce pas, l'organisation, l'institutionnalisation, n'est-ce pas, d'un certain nombre de dynamiques s'appuyant sur, évidemment, l'anticipation et la prévention. On ne peut pas, aujourd'hui, tête baissée, lutter contre le terrorisme. Ce serait véritablement aller au mouroir. Donc à la fois associer le militaire, le social... Absolument, absolument. Absolument. Aujourd'hui, on a un décloisonnement des disciplines qui s'impose. Le monde se transforme. Les paradigmes ne sont plus les mêmes. Le monde n'est plus le même qu'hier. Les mentalités également évoluent. Et c'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, notre monde est aujourd'hui dans une situation d'extrême complexité et qui fait dire à certains que vraiment, le monde est dans une dynamique, n'est-ce pas, qui
amène à s'interroger sur ce qu'il deviendrait, n'est-ce pas, dans 10 ans, dans 20 ans. Et donc, par le décloisonnement des disciplines, il faut faire en sorte que tout le monde puisse contribuer dans la recherche de solutions. Que ce soit les sociologues, que ce soit le militaire, que ce soit l'expert en sécurité, que ce soit, n'est-ce pas, l'anthropologue. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, sur un aspect que nous allons questionner au cours de ce colloque, c'est le regard des sciences humaines et sociales sur donc, le terrorisme. Est-ce qu'on a suffisamment, à travers les approches, est-ce qu'on a suffisamment questionné ces aspects-là? L'anthropologie, l'histoire, la sociologie, puisque lorsqu'on regarde les différentes revendications de certains mouvements terroristes, ils s'appuient notamment sur des référents identitaires. Et ces référents identitaires sont collés, n'est-ce pas, à la territorialité. La territorialité qui, elle, nous interpelle à partir du moment où c'est des espaces donc d'empires précoloniaux qui le revendiquent, le Gelgoji, le Massina, etc. Et donc, à travers les sciences humaines et sociales, il faut repartir, questionner, approfondir ces dimensions-là, et peut-être qu'on trouverait des choses qui n'ont pas jusque-là été trouvées, et à partir de là, formuler donc des stratégies. Tout comme il y a des revendications religieuses. Et donc, qui sont les participants à la rencontre de Ouaga? Les participants sont des nationaux, mais également des étrangers à divers niveaux. Nous avons des Burkinabés, nous avons des étrangers vivant au Burkina, mais nous avons des étrangers qui ont été invités soit pour modérer, soit pour intervenir, soit pour nous accompagner, n'est-ce pas, dans ce projet-là. C'est le cas de son Excellence, le président Rawlings, ancien président de la République du Ghana, et qui nous accompagne en tant que coparrain. Okay. Merci à vous, Auguste Denis Barry. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre d'études stratégiques en défense et sécurité. Vous organisez à partir de demain mardi à Ouagadougou un colloque international sur la sécurité, les stratégies innovantes pour lutter efficacement et durablement contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne. Autre actualité dans ce journal, opération destinée à lutter contre la fraude, la modernisation des titres de transport. Si vous êtes détenteur de permis de conduire ou propriétaire de véhicules à 2 roues et plus, préparez-vous à changer de document ou de plaque d'immatriculation. L'opération de modernisation des titres de transport en cours depuis 2015. D'ici à la fin de l'année, les documents seront disponibles. Des documents sécurisés et infalsifiables, rassure les responsables. Mais pourquoi faut-il changer? Quel intérêt l'État burkinabé affiche-t-il avec ce projet? Explication avec Zoubabiel David Dabiré. Le projet de modernisation des titres de transport lancé par le gouvernement en 2015 est désormais dans sa phase d'opérationnalisation. Et cette fin d'année, les Burkinabés détenteurs de véhicules pourront se doter de ce document. Une carte biométrique sécurisée et infalsifiable selon les premiers responsables en charge du projet. Un projet mené dans le cadre d'un partenariat public-privé avec l'entreprise française Obertu Technologies pour un montant global de 15 milliards de francs CFA. Il s'explique par la vétusté des titres de transport au Burkina Faso. Donc nous avons un système d'immatriculation qui a été mis en place depuis 1995. Et la loi, la législation dispose que chaque 10 ans, on doit encore changer le système d'immatriculation. On devait le faire depuis 2005 et compte tenu de contingences qui ne dépendent pas du seul ministère des Transports, ça n'a pas eu lieu et jusqu'à présent, il faut le faire. Et vous voyez même que dans le croisement de nos immatriculations, nous avons dépassé les plages qui étaient destinées à l'immatriculation. On était obligé de doubler les chiffres, de croiser les chiffres et tout ça, et les lettres. Et ça, ce n'est pas normal. Donc il faut corriger cette situation. Une situation qui a longtemps porté préjudice à l'État, la fraude des plaques, des cartes grises et de permis de conduire étant estimée à près de 10% dans le domaine des transports. L'opération se veut donc un moyen d'assainissement de ce milieu avec à la clé une mobilisation des ressources au profit du budget national.
C'est un projet en tout cas qui est bienvenu parce que cela va permettre quand même de résoudre pas mal de problèmes. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de permis de conduire qui sont faux. Et si je dis faux, il y a plusieurs types de faux qui sont enregistrés. On a des permis de conduire qui ne sont même pas enregistrés au niveau des services de transport. On a également des permis de conduire qui sont utilisés par d'autres personnes qui ne sont pas des titulaires. Mais si, il faut se dire que les faux là ont un impact sur ce que l'État a en matière de recettes. Voilà. Mais le citoyen normal, parce que généralement, eux-mêmes, ce sont des victimes de ces faussaires. Donc il y a beaucoup de gens qui détiennent de faux titres sans le savoir. Et toutes ces personnes qui ont donné de l'argent pour qu'on paye les taxes normalement, et l'argent s'est retrouvé sur des tiers, en tout cas, l'État pourra les avoir maintenant dans sa caisse. Mais au-delà de la lutte contre la fraude, l'objectif principal de ce projet de modernisation des titres de transport, selon ses concepteurs, est de contribuer à la sécurité routière. Et pour les spécialistes en charge de la question, il pourrait juguler les accidents de plus en plus récurrents sur les routes du Faso. Et si cette rématriculation est faite, elle va permettre justement aux éléments de police judiciaire de faire des investigations beaucoup plus fiables, avec beaucoup de facilité, et ça va permettre bien sûr de retrouver les éventuels auteurs des délits de fuite. Donc la rématriculation va nous permettre, dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière, d'avoir vraiment une maîtrise du phénomène de la réglementation routière. Près de 3,5 millions de véhicules sont concernés par l'opération, les motos et tricycles y compris. Et les citoyens auront 3 ans pour se conformer au nouveau dispositif. Dans l'actualité, ce soir, le bras de fer se durcit entre les délégués du syndicat du personnel de l'hôtel Silmandé et la direction générale. Les syndicats reprochent à la direction de l'hôtel un licenciement abusif d'une 80aine d'employés pour faire grève. Ces délégués dénoncent également à la fois la passivité de l'État et ce qu'ils qualifient de mauvaise foi de la direction générale de l'hôtel. Si rien n'est fait d'ici là, les travailleurs annoncent des actions fortes dans les jours à venir. On en parle avec Adama Guiti et Zoubaviel David Dabiré. Depuis le 29 avril dernier, plus rien ne va entre la direction de l'hôtel Silmandé et son personnel. En 5 mois, près de 80 employés sont licenciés pour faire de grève, et ce, malgré la médiation entreprise par le ministère en charge du tourisme et celui en charge du travail et de la protection sociale. Une situation jugée intenable par ces désormais ex-travailleurs de l'hôtel Silmandé, réunis autour de l'unité d'action syndicale et qui, à cette conférence de presse, dénonce l'attitude des premiers responsables de l'infrastructure hôtelière, non sans indexer la passivité du gouvernement dans cette crise. On a fait une rencontre tripartite. L'employeur de l'hôtel Silmandé était là, les employeurs des hôtels étaient là, les inspecteurs du travail qui ont donné raison aux travailleurs étaient là, l'UES était là dans son ensemble. Mais, unanimement, jusqu'au patronat des hôteliers ont dit que ce n'est pas normal de licencier ces pauvres enfants-là pour rien. Vraiment, il y a une des questions, vous ne savez pas ce qui se cache. Effectivement, nous-mêmes, on se demande pour quelle raison. Pour ces ex-travailleurs, la crise s'enlise du fait de la mauvaise foi de certains acteurs, en l'occurrence la direction générale de l'hôtel. Et cette crise sociale à l'origine commence à prendre des formes de crise humanitaire selon eux. Ça fait 3 mois que les employés sont dehors. Donc, quand bien même vous vivez avec un salaire, ce n'est pas facile. Et 3 mois sans avoir un salaire, vous voyez ce que ça fait. C'est difficile pour des gens qui n'ont pas de salaire et qui doivent scolariser leurs enfants. Bientôt, c'est la rentrée. Donc, c'est pour vous dire que c'est vraiment critique financièrement et même moralement. Le délégué du personnel appelle donc les autorités et la direction générale de Silmandé
a œuvré pour une sortie diligente de crise en réintégrant purement et simplement les licenciés, faute de quoi des actions de lutte seront bientôt entreprises. Des luttes qui commencent ce jeudi 7 septembre avec un sit-in devant l'hôtel. Le courant ne passe plus entre la COPEL, la coopérative d'électricité de Solenzo dans les Banwa, et ses clients. La coopérative chargée de fournir l'électricité à la ville est accusée de mauvaise gestion. Conséquence, les clients refusent d'honorer leurs factures et les guichets de la COPEL sont fermés depuis 6 mois. Comment en est-on arrivé là? Quels sont les dessous de cette affaire? Les positions sont-elles conciliables aujourd'hui? Karim Ouedraogo et Lassina Ouattara sont allés voir pour nous. Compte rendu. Plus rien ne va entre la population et la coopérative d'électricité de Solenzo, Copelso. Depuis un certain temps, la population dénonce la mauvaise gestion de Copelso qui alimente la ville à défaut de la Société nationale d'électricité du Burkina, Sonabel. La consommation que les populations payent n'est pas légale. Parce que tu aies consommé ou pas, ta facture vient augmenter. Ça, c'est ce qui est la première remarque. Et secondo, il y a eu trop de détournements au niveau de la COPEL qui a suscité vraiment ces remous-là. Il y a eu près de 56 millions de détournés. Et également 400 litres de détournés tous les jours que Dieu fait. Ça veut dire que ces 400 litres-là, nous avons constaté ça lors de nos manifestations quand nous-mêmes on a pris les choses en main. Parce que l'air technicien nous avait fait savoir que la COPEL consomme 1000 litres jour. Et quand nous on a pris, ça faisait 600 litres jour. Ça veut dire que tous les 400 litres-là, c'est eux qui vendaient ça. Selon les responsables de la COPELSO, le dossier serait en justice. En lieu et place des groupes électrogènes utilisés auparavant, la COPELSO alimente actuellement la ville de Solenzo avec l'énergie de la Sonabel. Il y a un comité de gestion au niveau du COPELSO. Cet comité allait signer un contrat avec la Sonabel sans l'avis de la population. Voilà, quand le contrat a été signé, maintenant, l'énergie que nous profitons, c'est l'énergie de la Sonabel. Mais maintenant, ils veulent profiter de cette énergie et puis continuer à gérer ça comme de la manière COPELSO, amener des factures COPELSO. C'est ce que la population a refusé. Alors donc, c'est ça vraiment notre ras-le-bol aujourd'hui. Nous attendons que la Sonabel vienne avec les factures en due et forme, bien écrit Sonabel. Au cas contraire, je sais que la population ne va jamais payer. Cela fait plus de 14 mois que certains consommateurs refusent de payer les factures délivrées par la COPELSO. Bon, ma consommation mensuelle, c'est entre 12 000 et 15 000. Donc, depuis mai 2016, là, je n'ai plus honoré à d'autres factures. Vu les différents conflits, les dissensions entre COPEL et puis la population. En décembre 2016, on était en impayé de 40 et quelques millions. Je suis que dans nos jours, ça va tourner autour de 100 et quelques millions. Il y a des gens qui ont des centres de soudure et qui peuvent payer pour eux-mêmes, même si c'est plus de 500 000, ils peuvent payer le tout sur place. Voilà. Mais maintenant, ils réclament qu'il y ait des factures Sonabel. Les guichets de la COPELSO sont fermés depuis plus de 6 mois. Pendant que les responsables de la Sonabel évoquent une possibilité de coupure d'électricité, les poteaux d'électricité sont rongés par les termites, les fils électriques traînent à terre. Un véritable danger pour la population, surtout en cette période hivernale. Des récompenses pour des journalistes qui produisent des éléments sur la biotechnologie agricole. L'UNIRA a lancé un concours sur le sujet le 14 juillet dernier et ce 2 septembre, les lauréats ont reçu leur prix. Le palmarès avec Zalissa Sanfo. Wabwe Bakouan de la radio Manivelle de Dano est le lauréat du concours du forum ouvert sur la biotechnologie agricole, section du Burkina. Et c'est avec fierté qu'il reçoit 500 000 francs CFA plus le trophée des mains du ministre de la Communication. Dans son œuvre qui a séduit le jury, Bakouan invite à un suivi rigoureux des projets sur les biodigesteurs. Le gouvernement, il faut le dire de façon globale, le gouvernement n'arrive pas à terme avec ses politiques. Il y a des producteurs qui ont besoin réellement de biodigesteur, mais le programme national de biodigesteur n'est pas là dans la région du Sud-Ouest parce qu'il faut le dire,
pour vraiment les accompagner. Et même ceux qui ont le biodigesteur n'ont pas de pièces de rechange. Donc quand votre biodigesteur se gâte, vous ne pouvez plus avoir. C'est un concours initié par la Fondation africaine pour les technologies agricoles. Il vise à pousser les journalistes à s'intéresser à la recherche scientifique appliquée à l'agriculture. Une initiative bien appréciée par le parrain. Il faut féliciter cette initiative d'OFAB qui permet justement d'avoir à la fois des journalistes qui se spécialisent. C'est l'un de nos grands défauts dans notre presse nationale, c'est que nous sommes trop généralistes. Et puis deuxièmement, ça permet de mettre en valeur un aspect que nous ne voyons pas assez, c'est que les chercheurs, notamment au niveau des biotechnologies, travaillent énormément au Burkina. Et malheureusement, les gens ne connaissent pas à la fois les efforts qui sont faits et les impacts et les implications que cela peut avoir sur le développement et le bien-être de chacun d'entre nous. Au total, 11 œuvres ont été présentées. Les 10 ont été primées et une seule disqualifiée pour raison de paternité de l'œuvre. À l'étranger, l'annonce par la Corée du Nord d'un nouveau test nucléaire mené par le régime de Pyongyang ne passe pas auprès de la communauté internationale et la riposte diplomatique est menée par les États-Unis. Washington évoque une réponse militaire massive en cas de menace de Pyongyang sur le territoire américain ou celui de ses alliés. La mise en garde est solennelle. Suite au nouvel essai nucléaire mené par Pyongyang, le ministre américain de la Défense, Jim Mattis, a promis une réponse militaire massive en cas de menace de la Corée du Nord. Il a également invité Kim Jong-un à suivre les mises en garde du Conseil de sécurité de l'ONU qui doit se réunir en urgence ce lundi. Nous avons clairement indiqué que nous avions la capacité de nous défendre et de défendre nos alliés, la Corée du Sud et le Japon, en cas d'attaque. Nous ne cherchons pas à l'anéantissement total de la Corée du Nord, mais nous avons de multiples ressources pour le faire. Donald Trump a lui menacé d'interrompre toute relation avec les pays commerçants avec la Corée du Nord. Difficile pourtant d'imaginer les États-Unis mettre un terme à leurs échanges commerciaux avec la Chine, destinataire de 90% des exportations nord-coréennes. Je le disais, anti-transport football, les étalons seront à nouveau sur la brèche ce mardi pour l'acte 2 de Burkina-Sénégal, cette fois au stade du 4 août. Paulo Duarte était face à la presse hier dans la soirée pour évoquer cette rencontre décisive. Un seul mot d'ordre au menu, les ingrédients pour se rapprocher des Russes 2018. Explication avec Lassina Sawadgo et Rasmane Zoundi. Moins de 24 heures après l'acte 1 de Burkina-Sénégal, l'encadrement technique des étalons est face à la presse. Déjà le regard braqué sur l'acte 2 ce mardi au stade du 4 août. Les deux équipes se retrouvent donc. Une première partie a été bien négociée par les poulains de Paulo Duarte, tant tactiquement que techniquement. Aux nombreuses absences, malheureusement, vient s'ajouter celle de l'inamovible Charles Caboret pour cumul de cartons. L'homme est devenu un homme orchestre pour le technicien des étalons. On a le petit Silac, c'est un jeune joueur de très bonne qualité, n'a pas la maturité de Charles, mais que ce soit le joueur qui va jouer dans sa place, ce n'est pas la qualité de lui qui m'intéresse, parce qu'on a de bons joueurs pour le remplacer, mais on ne peut pas remplacer un leader, un capitaine, un joueur qui a 500 matchs dans sa carrière et qui vient de faire une canne pour moi. La révélation de cette canne, pour moi, c'est le meilleur joueur de la canne. Et c'est un joueur qui nous manque beaucoup. Le Sénégal reste une redoutable machine, mais il faudra prendre des risques et tenter de se rapprocher de Russie 2018. C'est rentrer sur le terrain avec l'objectif de gagner, avec l'objectif de servir notre public, essentiellement prendre la chance de qualifier pour la Coupe du Monde, que la chance est là, nous sommes premières. Ça c'est clair, on veut continuer en première. Et ça, pour nous, c'est notre grande vitamine. 2 matchs en 72 heures. L'élément essentiel est certes dans la motivation, mais surtout la récupération pour négocier au mieux ce tournant décisif vers une première qualification pour une Coupe du Monde. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens de ce lundi, revue de presse signée Abdourahmane Zongo. Les étalons caressent, sinon apprivoisent à minimum la crinière des lions de la Teranga en faisant douter Sadio Mané et ses coéquipiers sur leurs propres installations à Dakar. Au finish, ils arrachent, affichent le pays, un match nul in situ, un jeu égal qui vaut son pesant d'or,
constatent simultanément l'Observateur et le Quotidien, car bon à prendre et mieux qui fait du Burkina leader du groupe avec 5 points plus 2. Aujourd'hui, au Faso se délecte aussi de ce partage équitable du butin. En effet, en ramenant 1 point de l'expédition sénégalaise, analyse notre confrère, le Burkina garde toutes ses chances puisqu'aucune équipe à l'heure actuelle n'est éliminée ou qualifiée pour le Mondial 2018. Et comment résoudre l'équation Wolof en retour dans la cuvette du 4 août qui sera certainement chauffée demain à blanc face à un lion blessé, se questionne et conclut aujourd'hui au Faso. Et le sélectionneur portugais Paulo Duarte de répondre dans l'Observateur, je cite, « Il faudra faire plus à Ouagadougou, comme pour dire, déduisez-en vous-même. » Autre joute, cette fois-ci politique, aujourd'hui au Faso tombe à la renverse face à l'annulation de la présidentielle au Kenya par la Cour suprême, je cite, « Décidément, c'est une autre Afrique que celle-là où un opposant peut se plaindre et obtenir gain de cause à la clé », se tourne agréablement notre confrère. Pour l'éditorialiste de Sidwaya, les autres pays africains doivent s'inscrire à l'école kenyane, dont la belle leçon nationale a une portée universelle. On s'arrête là pour ce soir. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.